Oula. Alors, je continue, troisième partie. On rigole ici à la maison, je sais pas chez vous, mais non, personne rigole. Alors, je poursuis. Alors, on est toujours dans la même partie, l'art comme imitation et compagnie. On bascule au 19e avec Hegel. Et Hegel, il dit quelque chose de tout bête. Là, je pense que vous avez compris, mais c'est intéressant quand même. Il dit imiter la nature dans l'art, ce serait. Alors, je dis ce serait parce qu'en fait, il sait bien que c'est pas que ça. Là. Ce serait à la fois superflu et présomptueux. Oui, c'est tout bête. Pourquoi c'est superflu ? Parce que si c'est pour représenter un hibou, eh ben, c'est pas la peine. Vous avez qu'à aller sortir et essayer de voir un hibou. Si c'est pour avoir chez vous un tableau avec un chien, vous feriez mieux d'avoir un chien en fait. Parce que ça existe déjà. Voilà, un paysage c'est pareil. Vous avez qu'à aller voir un paysage. C'est pas la peine d'avoir un tableau de paysage chez soi. Bon, ok. Et en plus, on pourrait te dire ça aussi, la littérature. J'arrête pas de parler que de peinture ou d'architecture, mais on peut parler de littérature ou de cinéma. C'est pas la peine de faire un film sur les ruptures amoureuses, alors qu'en fait, il suffit de voir autour de vous quelqu'un qui vous appelez votre pote, qui a une rupture amoureuse, et puis c'est aussi intéressant. En fait, voilà, c'est comme si on disait qu'il valait mieux regarder Les Anges de la télé-réalité plutôt qu'un film qui réfléchit aux relations entre les êtres humains. Bon, c'est superflu. Et c'est présomptueux parce que ça reste bien en deçà de la nature, c'est-à-dire c'est très limité l'art, et ça on peut le comprendre très facilement. L'art en général il s'adresse à un, deux, peut-être parfois trois sens, mais on n'a pas tous les sens en éveil. Si vous avez un paysage de montagne, ça ne sentira pas l'air pur des montagnes ou la bouse de vache si vous êtes sur une bouse de vache. Si vous avez un paysage de mer, ça ne sentira pas les embruns, le sel et compagnie. Voilà. Il vous manque d'essence quand vous regardez de l'art. Bon, il y a certains qui ont essayé de répondre à ça. Hein. Wagner, avec l'opéra, il le pense comme un art total où on serait totalement embarqué, tous les sens seraient en éveil. Bon. Mais l'odorat, par exemple, ça reste compliqué. Vous voyez ? Donc, superflu, présomptueux. Moi, j'aime beaucoup la phrase. Hein, il dit, on pourrait on s'en rappeler de celle-là. Il ne peut rivaliser avec la nature. Il ressemble à un ver qui s'efforce en rampant d'imiter un éléphant. Bon, très bien. C'est une punchline du 19e. Voilà. Merci Bouba. Donc, selon Hegel, en fait, c'est pas une imitation. C'est là qu'il veut en venir. C'est plutôt une représentation. Alors, j'ai mis représentation. Je l'ai mis tout attaché, là, vous voyez. J'aurais pu mettre un petit tiret entre re et présentation. C'est tout con, hein, c'est de l'étymologie, mais c'est l'idée que un artiste, il ne nous présente pas quelque chose de la nature ou des sentiments humains ou autre. Il nous représente quelque chose. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un filtre entre-temps. Ah, ça y est, ça commence. Hegel, il est très admiratif des peintres hollandais du XVIe siècle et compagnie. Alors là, j'ai mis Theodor von Rambouts, mais on pourrait citer Vermeer ou Rembrandt, voilà, des peintres comme ça qui sont restés assez connus. Si Vermeer, vous le connaissez, c'est le dessin qu'il y a sur les pots de la laitière, et je crois que vous l'avez fait en histoire de l'art en plus. Eh bien, Hegel, il aime beaucoup ces peintres, en fait, parce que... Alors, c'est des gens qui vont faire des scènes du quotidien. Il va y avoir des jeux de cartes, il va y avoir des gens qui boivent des verres dans des tavernes, il va y avoir des gens qui se battent, des paysans, ou des petits objets du quotidien, comme ça. Bon. Eh bien, Hegel, il dit que quand ils peignent ça, ils ne sont pas juste en train d'imiter quelque chose qui arrive, ils sont en train de faire quelque chose de plus, c'est-à-dire... ils en font une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire entre l'objet qu'ils ont vu, parce qu'ils ont peut-être vu ces scènes-là, hein, les artistes, ou ces gens-là, et le tableau, il s'est passé quelque chose, c'est que leur esprit l'a transformé en profondeur. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est aussi que la peinture, la matière, hein, peinture, celle qui est, enfin pas dans des tubes à l'époque, mais qui est dans des pigments, et bien cette matière, ça va devenir quelque chose qui va faire une impression sur notre esprit. Donc c'est quelque part, c'est aussi un peu magique, vous voyez, de faire un tableau comme ça, de peindre, de partir de quelque chose qui sont des pigments de couleur et d'arriver à en faire une scène. Bon. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'on en fait une sacrée scène, puisque on va arriver à recréer, chez celui qui regarde, des émotions,
des émotions ressenties par les gens qui sont là, des atmosphères. On pense, chez Vermeer justement, on pense au visage, comment dire, concentré, triste parfois des personnages. Alors attendez, il faut que je vous montre un truc. Je vais demander à mon assistante, s'il vous plaît. Oui. Apportez-moi le grimoire. Le grimoire, hop, ah, merci. Alors, attendez, parce que j'ai dû mettre un marque-page. Oui, ça marche tellement bien mon truc que je sais plus où c'est. Voilà. Ah bah c'est là ça. Bon, on n'a plus que ça pour le mois qui reste. J'ai dit qu'il restait un mois. Je dis rien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il reste 3 jours. Alors, je vous montre un Vermeer. Je pense plutôt que je vais prendre le truc là plutôt que le reste. Donc, vous voyez, ça, ce sont des tableaux de Vermeer. Et donc, je sais pas, on voit cette jeune fille là-haut, par exemple. On dit que, dans l'histoire de l'art, on dit que c'est des scènes qui choquent par leur immédiateté. C'est-à-dire, on a eu longtemps dans la peinture des scènes où on voyait des gens très solennels qui posaient, vous voyez, c'était des portraits ou des choses bibliques, donc les gens posaient un peu. Et puis là, on dit qu'il va y avoir de l'immédiateté. Souvenez-vous, on a fait la définition de ce qui est immédiat, c'est-à-dire quelque chose qui nous arrive directement. Et on dit que ces scènes seraient immédiates parce que... merci, assistante. Ah, me péter le dos. Parce qu'elles seraient immédiates, parce que pas préparées. Bon. Et en même temps, ce que nous dit Hegel, c'est qu'elles ne sont pas vraiment immédiates, parce que entre la scène et nous, il y a un média qui est l'idée du peintre, voyez. Bon. Et donc, je veux en revenir là. Vermeer, ou le tableau que vous avez, celui avec les joueurs de cartes, c'est des gens qui vont... Il y a le mot transmutation. Ils vont transformer le réel. À travers une simple jeune fille qui regarde à la fenêtre ou qui est en train de lire une lettre comme il y a ici, en fait ce qui transparaît c'est soit le sentiment de tristesse dans l'état pur, soit l'idée d'intimité, et c'est des gens qui arrivent à faire ça juste avec un pinceau et de la peinture, ou pour les écrivains, juste avec des mots. Donc un artiste c'est quand même quelque chose, quelqu'un qui arrive à fabriquer quelque chose à partir de quelque chose qui n'a rien à voir, vous voyez. Et donc c'est complètement autre chose que la réalité. Bon. Et puis alors il y a un autre truc qui est intéressant, c'est l'idée que l'art rend durable des choses éphémères. Oui, ces instants de jeu de cartes, ces instants de bagarre dans des tavernes, c'est des choses qui ont existé une fois comme ça, et l'art va les fixer à jamais. On les voit encore aujourd'hui dans ce genre de livres sur l'histoire de l'art, on les voit dans les musées. Bon. Et là je veux juste vous parler d'un truc qui n'est pas dans le cours, c'est un artiste qui s'appelle Roman Opalka, donc là on est plus dans le contemporain, on est dans les années 60. Et Roman Opalka, à partir de 65, il va se dire un truc, il se dit je vieillis. Il faut que je fasse quelque chose sur le temps. Il faut que je réfléchisse à ce qu'est le temps. Il faut que je le matérialise. Et donc là, c'est plus de l'art. Le but, c'est pas de faire des belles choses, mais de réfléchir. Et il va peindre des chiffres. Il va prendre une toile, il va mettre 1. Il va prendre une autre toile, il va mettre 2. Il va mettre 3. Il va mettre 4. En 72, il atteint 1 million. Bon. Là, il décide de changer encore de méthode, c'est-à-dire que à chaque fois dans sa peinture noire, il va introduire 1% de blanc à chaque chiffre. Et donc ces tableaux ils vont devenir de plus en plus blancs. Il va faire un autre truc aussi, c'est qu'il va se prendre en photo tous les jours de sa vie, en même temps qu'il fait une peinture. Il est mort dans les années 90, je crois, je ne sais plus à quel chiffre il en était. Mais ce type, Roman Opalka, si vous le tapez sur Internet, vous verrez ses photos qui s'alignent, quelques-unes en tout cas, et on le voit vieillir. Et donc voilà, l'œuvre d'art, c'est plus forcément quelque chose, une œuvre d'art comme ça va être le travail de toute une vie d'un artiste pour nous rendre le temps visible, vous voyez. Donc, pensez à cet exemple, hein, je ne suis pas le seul prof de philo à en parler, c'est souvent, Roman Opalka, c'est un type qui va nous faire voir le temps à travers ses œuvres, à la fois en peignant des chiffres. Il y a encore quelqu'un qui va me dire on est tous capables de le faire. Oui, mais le but c'est pas de faire quelque chose de beau, le but c'est de faire quelque chose qui fait réfléchir. Enfin moi je dirais même que ça fait flipper, mais donc lui il réfléchit à son propre vieillissement en se prenant tous les jours en photo. Il y en a plein maintenant des artistes qui se prennent tous les jours en photo. Donc le but pour lui c'est ça. Je crois que j'avais dit que je dirais un deuxième truc, je ne le dirai jamais.
9h53, non, il n'est pas 9h53, mais en revanche, ça fait 9 minutes 58 que je parle, donc on va passer à la 4e vidéo. Vous n'en pouvez plus, moi non plus.